Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir combien de temps il faut pour être rentable lorsqu'on investit sur le Bitcoin. Et pour ça, on va s'aider du graphique que vous voyez à l'écran. Alors, vous l'avez probablement déjà vu passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, des posts du type « Si vous investissez 15 ans sur le CAC 40, vous allez forcément gagner de l'argent. Si vous investissez 10 ans sur le S&P, vous allez forcément gagner de l'argent. » Et au bout d'un certain temps, au final, avec des cours boursiers qui font que monter, finalement, on a une probabilité de 100% de gagner de l'argent, ou en tout cas basé sur l'historique. Ça ne veut pas dire que ça sera à nouveau le cas à l'avenir, mais c'est le cas sur le passé. Et donc aujourd'hui, on va faire la même chose, mais sur le graphique du Bitcoin et de l'Ether. Au bout de combien de temps on est sûr d'être rentable lorsqu'on investit sur le Bitcoin? Est-ce qu'on est sûr d'être rentable lorsqu'on investit une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou peut-être même finalement jamais? C'est justement ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et de l'Ether, mais on va surtout parler investissement. Là, je parle uniquement investissement buy and hold, c'est-à-dire vous achetez du Bitcoin et vous attendez, par exemple, 6 mois, 1 an, 2 ans, pour voir si vous allez être gagnant ou pas. Là, je ne parle pas de faire évidemment du trading parce que ça va être différent et on va le voir vers la fin de la vidéo. Alors ici, je vous ai mis deux graphiques à l'écran. En rouge, le graphique du Bitcoin, en vert, le graphique de l'Ether. Ce n'est pas vraiment le cours boursier du Bitcoin et de l'Ether, vous le voyez, c'est plutôt une courbe qui va donner la probabilité de rendement négatif. Alors, pour vous expliquer très simplement, on va prendre le premier point du Bitcoin ici, la courbe rouge, c'est lorsqu'on va investir 2 semaines. Lorsqu'on investit 2 semaines dans le Bitcoin, on a une probabilité, vous le voyez à gauche, de 43% de rendement négatif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous achetez du Bitcoin et que vous revendez ces Bitcoins dans 2 semaines, il y a 43% de chances que vous soyez en perte, quasiment une chance sur 2. Et vous voyez par exemple que sur le point d'après, qui correspond à 16 jours, puis 17 jours, 18 jours, etc., si vous investissez par exemple pendant 16 jours, vous avez une probabilité un peu plus inférieure d'être en négatif, etc., etc. Et vous voyez que là, ça descend quand même pas mal. Si vous investissez par exemple en buy and hold environ 3 mois sur le Bitcoin, donc ici environ 90 jours, 100 jours, vous n'avez plus que 39% de chance d'être en négatif. Donc c'est déjà tout de suite beaucoup plus intéressant. On voit que lorsqu'on investit longtemps, on a une probabilité d'être en négatif qui est moindre. Ici, ça se remet à monter. Et ensuite, vous voyez que ça descend quand même assez vite vers les 250 jours. Donc, on voit qu'on a une sorte de point bas sur le graphique du Bitcoin vers 250 jours. Et une probabilité seulement d'environ 30%. Donc, si aujourd'hui vous achetez du Bitcoin et que vous le revendez dans 250 jours, vous avez une chance sur 3 d'être en perte et 2 chances sur 3 d'être en gain. Alors, je vais vous dire dans quelques instants comment ces données ont été obtenues, comment on les calcule. Là, je vous donne déjà les données brutes et ensuite, on va voir comment calculer tout ça. Donc, on voit que c'est quand même assez intéressant, mais pour autant, on est bien loin de ce qu'on peut avoir sur le CAC 40, sur le S&P. Je rappelle que dans les posts qu'on voit passer, si on investit 10 ans sur le S&P, j'arrondis les valeurs, en réalité, c'est un peu moins. Si on investit 10 ans sur le S&P, eh bien, on est sûr d'être gagnant. Bon, ici, on voit que sur le Bitcoin, si on a investi 250 jours, on a une probabilité que de 70% environ d'être gagnant. Et si ensuite on monte, vous le voyez par exemple à 365 jours, qui est le dernier point, donc 1 an, si on investit 1 an, on a pareil une probabilité seulement de 30% d'être en perte, 70% d'être en gain. On n'est pas à 100%, on en est encore très très loin. Alors on pourrait rajouter plus de points, 700 jours, 1000 jours, 1500, etc., etc. Je l'ai déjà fait, ça ne va pas changer beaucoup de choses. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est assez logique parce que le Bitcoin est déjà très volatile, mais évolue par cycle. Ceux qui ont investi sur le Bitcoin il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément en gain. Alors oui, ceux qui ont acheté du Bitcoin à 10 000 $, à 5 000 $, ils sont en gain. Mais c'était il y a plusieurs années. Ceux qui ont acheté du Bitcoin quand il est à 50 000, à 60 000, à 70 000 ne le sont pas. Et donc, c'est finalement assez logique ici sur ce graphique de voir que
au bout d'un an, on n'a pas une probabilité de 100% d'être en gain. Alors, on peut faire la même chose avec ici l'Ether. Vous voyez que l'Ether, sur du court terme, c'est quand même plus risqué. Par exemple, pour 2 semaines, si on investit aujourd'hui sur l'Ether et qu'on le revend dans 2 semaines, on a non pas comme le Bitcoin une probabilité de 43% d'être en perte, mais de 45%. C'est légèrement supérieur. Et ensuite, vous le voyez, ça descend quand même de façon quasiment identique au Bitcoin, mais au bout de 300 jours, ça remonte drastiquement, vous le voyez. Et donc, grosso modo, ce qu'on peut en retenir, c'est que lorsque aujourd'hui on investit sur le Bitcoin ou l'Ether, peu importe la durée, grosso modo, on a entre une chance sur 3 et une chance sur 2, donc entre 30% environ et 50% environ d'être en perte. Donc ça reste quand même élevé. Et vous voyez, donc l'Ether, ensuite, ça remonte. Ça pourrait redescendre après, mais encore une fois, quand on y réfléchit, c'est finalement assez logique. Ceux qui ont acheté de l'Ether à 3000 $, il n'y a pas si longtemps que ça, aujourd'hui, ils sont en perte. Et ceux qui sont en gain, c'est ceux qui ont acheté de l'Ether à 1000 $, à 500 $, etc. Les cryptos sont quand même très cycliques. Donc voilà ce qu'on peut en tirer déjà de ce graphique. Si vous voulez investir sur le Bitcoin, ayez conscience de ce risque-là. Que vous investissez pour 2 semaines, pour 1 mois, pour 1 an, vous avez quand même une probabilité non négligeable d'être en perte. La probabilité ici, comme je vous l'ai dit, est entre 30 et 50% d'être en perte. Donc ne vous dites pas j'investis sur le Bitcoin et je serai rentable au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas toujours le cas, on le voit sur ces données-là. Alors comment ces données sont obtenues? Eh bien, ils sont obtenus grâce à une fonction que je vais vous montrer, qui a été faite en Python. Et pas mal de questions m'ont été posées justement par rapport au code la semaine dernière dans la précédente vidéo. Et je vais justement y répondre à quelques-unes dans la vidéo d'aujourd'hui en fin de vidéo. Donc voilà tout simplement la fonction qui permet d'obtenir tous ces points. Elle est extrêmement simple, elle n'est pas très compliquée, elle est assez courte. C'est tout simplement une fonction qui permet de calculer la probabilité d'être en perte lorsqu'on investit. La probabilité négative. Alors comment on obtient ça? Je vais tout simplement vous lire le code de la fonction. Au début, on va aller chercher le nombre de subsets. Le nombre de subsets, c'est quoi? C'est, si je reprends par exemple le premier point ici, je vous ai dit que ça correspondait à un investissement de 2 semaines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder l'historique du prix du Bitcoin et à chaque fois, on va le découper en 2 semaines d'investissement. Ici, par exemple, sur ces simulations-là, ça commence au 1er janvier 2016. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le rendement du Bitcoin pour quelqu'un qui a investi le 1er janvier 2016 et qui a revendu le 15 janvier, par exemple. Ensuite, on va faire la même chose du 2 janvier au 16 janvier. Ensuite, du 3 janvier au 17 janvier. Du 4 janvier au 18 janvier, etc., etc., jusqu'à 2023. Et donc, ça va nous donner quelques milliers de points, un peu plus de 3000 points. Et donc, sur ces 3000 points, eh bien, déjà, on a la longueur, c'est le nombre ici de subsets, on en a à peu près 3000. Sur chacun de ces points, on va voir combien ont un rendement négatif. Donc, au début, le nombre est à 0 et on va parcourir chacun de ces points-là. Pour chacun de ces points, on va calculer le rendement, comme je vous l'ai dit. Donc, quelqu'un qui a investi le 1er janvier et qui revend le 15 janvier, à la fin des 2 semaines, ça va nous donner un certain rendement. Ce rendement-là, on va vérifier s'il est positif ou négatif. Si le rendement est négatif, eh bien, on va incrémenter de 1 et donc ça va nous donner la probabilité d'avoir un rendement négatif. La probabilité d'avoir un rendement négatif, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de subsets, le nombre de sous-ensembles divisé par le total. Donc combien de sous-ensembles négatifs on a? Par exemple 2000 sur le total, par exemple 3000, ça va nous donner 2000 divisé par 3000, 2 tiers, et donc ça va nous donner une probabilité ici qu'on va pouvoir placer. Ça, ce que je vous ai dit, c'est uniquement dans le cas où on prend des intervalles de 15 jours. Et ensuite, toutes ces simulations, ces milliers de sous-ensembles, on va refaire exactement le même calcul, mais pour 16 jours. Et ensuite, pour 17 jours, pour 18 jours. Et à chaque fois, on va regarder le nombre de sous-ensembles négatifs sur le nombre de sous-ensembles total. Et donc, ça va nous donner cette courbe-là jusqu'à ici 365 jours. Donc voilà tout simplement comment on obtient cette courbe. C'est pas bien compliqué, mais cette fonction, elle va nous être utile pour pas mal de choses et notamment lorsqu'on souhaite backtester une stratégie pour savoir si la stratégie qu'on a est intéressante ou pas. Vous le savez, pour savoir si une stratégie est bonne, on doit faire tout un tas de tests. Je vous en ai montré par exemple quelques-uns
dans les précédentes vidéos, notamment celle de la semaine dernière avec les moyennes mobiles. Aujourd'hui, je vous en montre un autre. Le test, c'est quoi? C'est tout simplement de regarder la courbe que la stratégie que vous développez ait une bonne tête. Et une bonne tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà pas ça. C'est-à-dire pas avoir un rendement négatif qui est entre 30 et 50%, et surtout comme l'Ether qui descend et ensuite se met à monter. Ça, c'est très mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous investissez dans une stratégie et plus la probabilité ne baisse pas et au contraire, même elle se met à monter. Donc ça, c'est clairement pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, nous, c'est plutôt une courbe comme ça. Et c'est justement la courbe, celle-ci, qui est tirée de la stratégie qu'on vous propose au sein de CryptoTrader. Vous le voyez, lorsqu'on commence ici, la probabilité de rendement négatif, on n'est pas du tout à 30%, 40%, 50%. On est plutôt aux alentours de 17%. Donc, si vous suivez la stratégie CryptoTrader pendant 2 semaines, vous allez, au bout des 2 semaines, avoir une probabilité de perte de 17%. Ce qui reste quand même très faible. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, vous le voyez, ça baisse. À 200 jours, la probabilité, elle est quasiment nulle. Alors attention, bien évidemment, ça, c'est basé sur des données depuis 2016. Le futur peut être différent et la valeur peut évidemment être différente. Et ici, vous le voyez, on n'a pas une probabilité même au bout de 200 jours de 0%. On est à 0,2, 0,3. Et justement, c'est un cas de figure qui peut toujours exister. Mais ensuite, plus on attend, plus on investit, et vous le voyez, la probabilité, elle baisse jusqu'à, finalement, au bout d'environ 8 mois, on a une probabilité de 100% d'être en gain. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ensuite, la courbe, contrairement à l'Ether, ne remonte pas. Une fois qu'on passe à certains niveaux, eh bien, on est toujours à 0% d'avoir une probabilité négative, donc 100% d'avoir une probabilité de gain. Encore une fois, j'insiste bien, c'est basé sur l'historique du passé et le futur peut être différent, bien que ça reste quand même extrêmement intéressant d'avoir ce type de courbe. Comment on obtient ce type de courbe? Exactement comme avec le Bitcoin et l'Ether. On va tout simplement appliquer notre stratégie. On va regarder le rendement qu'on a obtenu du 1er janvier au 15 janvier 2016, puis du 2 au 16, etc., etc. Ça va nous donner des milliers d'intervalles et donc ça va nous donner des milliers de sous-ensembles. Et donc sur ces milliers de sous-ensembles, depuis le 1er janvier 2016, nous avons environ 17% qui ont donné un rendement négatif. 83% qui ont donné un rendement positif. Et par contre, si on va ici sur 365 jours, un an, eh bien on n'en a aucun. C'est-à-dire que si on suit la stratégie du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, puis du 2 janvier 2016 au 1er janvier 2017, etc., etc., vous avez plein d'intervalles de 1 an, eh bien, il n'y en a aucun qui a eu un rendement négatif. Donc, encore une fois, c'est extrêmement intéressant. Donc, vous voyez, les courbes que vous voyez sur Internet, les posts Instagram, vous avez des valeurs de rendement négatif, positif au bout d'un certain temps d'investissement, on les obtient tout simplement comme ça. Et donc, comme je vous l'ai dit, lorsque vous allez mettre en place une stratégie, que ce soit une stratégie basée sur des moyennes mobiles, des RSI, etc., le but, c'est vraiment d'essayer de calculer ces rendements négatifs et d'essayer d'avoir une courbe. Alors, évidemment, l'idée, c'est pas d'optimiser sur le passé, c'est vous avez votre stratégie et ensuite, vous calculez, vous voyez ce que ça donne. Si le résultat est identique, c'est top. Si le résultat est plutôt ressemblant à ça, voilà, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Vous avez la fonction ici que je vous fournis. Donc, vous pouvez simplement la copier et a priori, ça fonctionne. Ici, juste pour préciser, rendement returns, c'est quoi? C'est tout simplement la colonne qui va contenir les rendements journaliers de votre data frame. Et subset size, la taille du sous-ensemble, c'est une valeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être 15, 16, 17, c'est le nombre de jours. Et ensuite, votre fonction, a priori, devrait correctement fonctionner. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Je vous rappelle que ce graphique est issu de la stratégie qu'on vous propose au sein de CryptoTrader. Vous aurez le lien dans la description. Vous avez également tout un tas de données sur les performances qu'on a pu avoir depuis qu'on a mis en place cette stratégie. Si ça vous intéresse de la suivre, j'insiste bien sur le fait que ici, c'est simplement une modélisation du passé. Le futur peut être différent. Quand je dis différent, ça ne veut pas dire pire. Il peut être meilleur. Peut-être qu'au bout de 100 jours, la probabilité sera déjà de 0 et non pas de, par exemple, 3% comme ici. Donc, c'est simplement sur le passé. Le futur peut être mieux, le futur peut être pire. En tout cas, le futur sera très peu différent, mine de rien, du passé, parce que là, on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de données qui ont été testées. Donc,
l'échantillon est quand même extrêmement représentatif, vous vous en doutez. Donc voilà pour cette stratégie. Encore une fois, le lien est dans la description. Si vous voulez nous suivre, vous aurez toutes les informations dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail ou poser votre question dans l'espace commentaire sous la vidéo. Et justement, en parlant d'espace commentaire sous la vidéo, il est temps de répondre aux questions qui ont été posées sous la précédente vidéo. J'en ai sélectionné quelques-unes, il y en a eu quand même pas mal. Malheureusement ou heureusement, il commence à y avoir de plus en plus de questions, donc je suis à chaque fois obligé d'en sélectionner quelques-unes, généralement 3, des questions qui sont quand même représentatives de la plupart des questions qui ont été justement posées. Et aujourd'hui, ça concerne justement des questions autour du développement de stratégie. Je rappelle que si vous avez des questions, posez-les sous la précédente vidéo qui a été postée. Donc en l'occurrence, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est celle-ci. Si vous regardez cette vidéo 3 mois après sa sortie, eh bien allez sur la chaîne, regardez quelle est la dernière vidéo que j'ai postée et posez vos commentaires en dessous de celle-ci parce que je ne regarde que les commentaires qui sont sous la dernière vidéo. Évidemment, vous doutez bien que je ne remonte pas à chaque fois toutes les vidéos pour lire les questions. Donc si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, n'importe quelle vidéo, posez-les toujours sur la dernière qui vient de sortir. Alors, première question qui a été postée par Boudious. Excellente vidéo, énorme valeur ajoutée, merci. Donc, ça concerne la vidéo sur la moyenne mobile. Pour une prochaine vidéo, pourrais-tu, s'il te plaît, montrer comment coder une stratégie automatisée basique avec le moins de connaissances requises à partir des outils accessibles à tous, si c'est techniquement possible, ce serait hyper intéressant. Alors ça, c'est une question qui revient quand même de temps en temps. Comment coder une stratégie simplement ? Malheureusement, il n'y a pas vraiment de choses simples. Je peux vous donner quelques pistes pour vous aider à mettre le pied à l'étrier. Le problème, c'est que va falloir quand même bosser beaucoup derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces stratégies sont codées en Python. Généralement, en finance, quand on code des stratégies, c'est en Python parce que c'est un langage qui est très simple à apprendre. Donc, je vous recommande évidemment d'utiliser Python. Maintenant, Python, ça peut être aussi un petit peu compliqué, même si aujourd'hui, c'est assez simple de trouver de la ressource, c'est même très simple de trouver de la ressource sur Python. C'est un langage qu'on apprend dès le lycée et c'est un langage, comme la plupart des langages, si vous demandez à ChatGPT ou à des forums en ligne, vous aurez forcément la réponse à votre question. Alors maintenant, pour revenir à cette question, comment coder une stratégie basique avec le moins de connaissances, il faut quand même avoir des connaissances si vous voulez coder. Si vraiment vous avez absolument aucune connaissance, peut-être que ce que je vous recommande, c'est de commencer à coder des stratégies sur TradingView avec un langage de programmation qui s'appelle PineScript. La documentation est extrêmement courte, elle fait simplement quelques pages et ça va vous permettre de coder des premières stratégies, des croisements de moyenne mobile, etc. Mais vous allez voir que très vite, vous allez atteindre une certaine limite, vous n'allez pas pouvoir tout coder comme vous voulez et surtout, il n'y aura pas de dépendance entre les stratégies. Donc, si vraiment vous n'avez aucune connaissance et que vous voulez apprendre à coder, je vous recommande TradingView. C'est très bien pour commencer parce que c'est extrêmement simple. Vous cherchez des informations sur Internet, vous demandez à ChatGPT. Attention, TradingView actuellement est en version 5. ChatGPT, je crois, s'arrête à la version 3 ou 4 de TradingView. Donc, il y a quand même du code à ajuster. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un langage qui est bien pour commencer. Maintenant, si vous avez un petit peu plus de connaissances et que vous avez de la logique de programmation, évidemment, je vous recommande Python. Alors, ce qu'il faut déjà télécharger, c'est le logiciel où vous allez coder, qui s'appelle Visual Studio Code. Et ensuite, est-ce que je peux montrer des stratégies simples à coder? Malheureusement non, parce que rien n'est simple, ça ne se code pas en 10 lignes. Il y a quand même pas mal de petites choses à savoir, notamment sur les librairies, quelles librairies utiliser, comment bien optimiser le code. Il y a pas mal de choses à savoir et même sur des vidéos de quelques heures, ça serait beaucoup trop court. Donc, je ne peux pas malheureusement faire ça. Par contre, vous avez sur YouTube une excellente chaîne qui vous propose une formation gratuite en Python. La chaîne s'appelle CryptoRobot et donc il y a une formation, il me semble, qui est actuellement diffusée sur Python, qui est assez bien expliquée, donc n'hésitez pas également à aller la suivre. Probablement que vous connaissez peut-être d'ailleurs déjà cette chaîne si vous vous intéressez à la programmation. Donc c'est clairement une bonne base pour commencer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de bien compliqué. Une fois que vous avez les bases, vous pouvez coder n'importe quoi en Python en l'espace de quelques semaines. Vous y passez quelques semaines, un mois à tout casser, vous vous mettez à fond. Ensuite, vous pourrez coder vraiment tout ce que vous voulez. C'est vraiment pas compliqué. Bien évidemment, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Deuxième question.
Comment fais-tu pour extraire les données sur fichier Excel? Alors, les données pour les extraire sur fichier Excel, c'est pas vraiment un fichier Excel, c'est un fichier CSV. Ça se fait en Python, une nouvelle fois. Il y a juste une ligne de code qui permet, lorsque vous avez votre data frame, d'exporter les données dans un fichier CSV. Vous demandez à ChatGPT de manière générale, ChatGPT va bien vous aider là-dessus. Vous demandez à ChatGPT comment extraire les données d'une data frame Python sur un fichier CSV. Il y a une ligne de code et ça va, au moment où vous allez exécuter votre code, extraire les données. Donc encore une fois, c'est pas bien compliqué. Je vous recommande vraiment, si vous débutez, d'utiliser ChatGPT. Encore une fois, comme avec TradingView, vous allez atteindre les limites de ChatGPT parce que pour des questions extrêmement simples comme celle-ci, ChatGPT va pouvoir vous aider. Lorsque vous allez vouloir des trucs un petit peu plus compliqués, ChatGPT parfois fait des erreurs. Donc il faut quand même avoir des connaissances là-dessus. Il faut corriger. Et parfois, il y a tout simplement ChatGPT qui va pas réussir à corriger votre erreur, même si vous lui demandez plusieurs fois. Donc c'est très bien pour commencer. Évidemment, vaut mieux commencer avec un ChatGPT et avec un PineScript que d'y aller tout seul. Vous allez aller beaucoup plus vite avec ChatGPT. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y aura une limite. Mais lorsque vous allez vous rendre compte de ça, en réalité, c'est peut-être bon signe. C'est-à-dire que vous aurez un certain niveau et donc vous allez pouvoir vous débrouiller par vous-même. Ensuite, dernière question, toujours par rapport au dev, comment faites-vous les backtests? C'est avec vos développeurs ou existe-t-il un outil? J'ai grosso modo répondu à cette question. Comment on fait les backtests? Ça se fait avec le langage de programmation Python. L'outil, c'est Visual Studio Code. Il y en a plein d'autres d'éditeurs, mais c'est celui que je vous recommande, qui, je crois, est le plus utilisé. Et donc, par rapport aux graphiques que je vous montre, c'est des trucs que je fais moi-même. Donc là, les graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est moi-même qui les fais. Mais on a également des développeurs, évidemment, pour vous proposer la stratégie CryptoTrader. Donc vous pouvez vous-même de votre côté coder des stratégies. Encore une fois, c'est pas bien compliqué. Maintenant, vous avez l'aide de ChatGPT. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans des forums. Vous avez également la possibilité de les poser sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà par rapport à cette vidéo. J'espère que c'était clair, surtout par rapport à cette partie-là qui permet de calculer la probabilité négative parce que c'est une notion extrêmement importante lorsque vous voulez tester des stratégies, savoir si votre stratégie est intéressante ou même de manière générale, sans même tester des stratégies, si vous voulez investir dans un actif. Vous voyez, là, ce que je vous ai montré sur le Bitcoin et l'Ether s'applique à tous les actifs. Vous pourriez faire la même chose, par exemple, sur un investissement sur l'or. C'est vrai que j'aurais pu le faire sur le S&P, sur le Dow Jones et voir au bout de combien de temps, lorsque on investit dans l'or, on est rentable. Est-ce que c'est au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans? Vous voyez ici que sur les cryptos, évidemment, les cycles sont beaucoup plus rapides. Là, vous voyez que entre le début et la fin, il y a seulement 1 an. Et évidemment, si je vais sur l'or ou sur le S&P, on parlera plus de 1 an, mais on parlera peut-être plus de 10 ans, de 15 ans. Donc les cryptos, ça va beaucoup plus vite. Et donc lorsque vous voyez ici un rendement négatif de 30% au bout d'1 an, sur le Bitcoin, finalement, c'est pas si choquant que ça, parce que souvent, ce qu'on voit circuler sur Instagram, c'est des durées de 7 ans. 10 ans, 12 ans, 15 ans, mais pas du tout de 1 an. Et finalement, évidemment, si on investit sur le Bitcoin au bout de 7 ans, au bout de 8 ans, au bout de 9 ans, les résultats vont être beaucoup plus intéressants. Le problème, c'est que le Bitcoin et l'Ether n'ont pas énormément d'historique, donc l'échantillon sera plus très représentatif, même si on se doute bien que si on investit sur le Bitcoin 7 ans, a priori, on est censé avoir une probabilité de 100% d'être en gain. Donc voilà, à relativiser quand même les données que je vous montre par rapport à la finance traditionnelle. Les cryptos, c'est beaucoup plus cyclique, c'est beaucoup plus rapide. Donc même si ici, vous avez une probabilité de rendement de 30%, 40, 50, rendement négatif, c'est peut-être aussi le cas sur les autres actifs. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez que je vous parle d'autres choses par rapport au backtest, aux stratégies, à des indicateurs, pareil, proposez-moi ça dans l'espace commentaire. J'ai vu pas mal de questions qui ont été posées là-dessus, donc je les ai notées et ça me donne des idées aussi pour les prochaines vidéos. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de laisser un like. Pareil, si vous l'avez apprécié, mettez-moi un commentaire, ça me permet de savoir que vous l'avez apprécié, ça aide pour le référencement. Mettez juste, c'est génial, c'est top, j'ai appris beaucoup de choses, ou bien tu pourrais détailler ça, ou bien c'est nul, ça sert à rien. Au moins, donnez votre avis, ça me permet d'améliorer les vidéos et de proposer aussi des choses qui peuvent vous intéresser. Enfin, je vous rappelle que notre stratégie CryptoTrader est disponible via le lien qui se trouve en description. Donc, si vous voulez pas vous prendre la tête à coder des stratégies complexes, à accéder à une stratégie qui a été développée depuis des années et qui donne de très bons résultats, eh bien,
Ne vous embêtez pas, on vous propose tout ça via un abonnement ou bien via une offre en mandat de gestion. Le lien est dans la description. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.